Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, notre invité, le docteur Louis-Gérald Gilles, représentant du parti Famille Lavalas. Docteur, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges-Alain, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. C'est un plaisir, vraiment un plaisir d'être avec vous. Avec vous, docteur, nous allons essayer de commenter l'actualité. Mais tout d'abord, quelle est la position de Famille Lavalas par rapport à la mise en place de la commission d'évaluation électorale formée en date du 16 décembre dernier? La position de Famille Lavalas est claire. Nous avons rejeté, nous avons fait sortir une lettre publique, une déclaration publique où nous avons rejeté la formation de cette commission présidentielle d'évaluation électorale. Et nous pensons que cette mise en place, c'est tout simplement une certaine provocation de la part du pouvoir qui a fait la sourde oreille, qui n'a pas entendu, qui n'a pas voulu entendre les revendications claires de plusieurs secteurs de la vie nationale. Ce n'est pas seulement Famille Lavalas, il y a eu aussi cette revendication, elle est pratiquement nationale, où ces secteurs privés, les organisations des droits de l'homme, il y a aussi les organisations protestantes, l'Église catholique, tout ça, ils ont insisté pour qu'il y ait la mise en place d'une commission de vérification du processus électoral, de tout ce qui s'est passé comme en matière de corruption, en matière de falsification des procès-verbaux, tout ce qui s'est passé au niveau de ce centre que les Haïtiens appellent le centre de tribulation, au niveau du centre de tabulation. Donc, nous voulons avoir une idée très claire, limpide, de ce qui s'est passé réellement. Donc, nous insistons pour la mise en place d'une commission indépendante de vérification. Famille Lavalas, à travers les rues, fait cavalier seul, mais toujours est-il qu'on sent que Famille Lavalas s'approprie la revendication de certains secteurs, alors que vous-même, vous ne formulez pas clairement, de manière, je dirais, administrative, une demande, par exemple, la mise en place d'une commission de vérification, comme vous venez de le dire. Non. Sincèrement, je ne suis pas d'accord, puisque c'est surtout Famille Lavalas, de par notre grande intelligence, notre grande compréhension du réel politique, c'est surtout Famille Lavalas qui a permis aujourd'hui à la population en général de comprendre qu'il y a eu quelque chose qui se passait très mal vraiment au niveau du CEP, du centre de tabulation. Et c'est l'intervention de Famille Lavalas à l'intermédiaire de notre candidate à la présidence, le docteur Maryse Narcisse, qui a permis normalement cette mini-vérification qui n'est pas encore cette vérification au niveau du BCEN. Ce fut quand même une démarche légale, une démarche administrative de Famille Lavalas. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. D'ailleurs, vous avez dit que nous sommes en train de faire cavalier seul. Non, il y a eu plusieurs manifestations de rue que nous avons convoquées. Et 18 novembre, 20 novembre, 26 et dernièrement 16 décembre, nous avons eu quand même la participation d'autres leaders du groupe G8, comme on dit, qui nous ont accompagnés dans cette démarche patriotique de sauver quand même le processus électoral, si c'est toujours possible que ce soit sauvé, mais quand même, la volonté de nous mettre avec les autres est là. Mais ce qui est clair, la position de Famille Lavalas rejoint celle du G8 et de tous les secteurs de la vie nationale. Est-ce que Famille Lavalas la question n'est pas trop forte, quelque part menti en criant victoire au lendemain de la tenue des élections du 25 octobre? Nous n'avons pas menti et nous allons le prouver. Parce que nous sommes certains, nous sommes sûrs que cette commission de vérification se tiendra. C'est-à-dire, nous aurons à voir au niveau du centre de tabulation que le vote de Famille Lavalas n'a jamais été entaché d'irrégularité ni de fraude massive. Le vote, ce fut un vote populaire, un vote clair. D'ailleurs, au niveau de toutes les manifestations de rue,
vous avez bien pu constater que c'est le peuple Lavalas, le peuple majoritaire, qui est présent sur le béton, certes avec d'autres organisations politiques. Nous sommes vraiment majoritaires et nous sommes certains que le peuple avait voté le numéro 54 et c'est la raison principale, j'en suis certain, c'est la raison principale qui explique le refus de ce pouvoir de mettre sur pied une commission indépendante de vérification. Dès lors, cette commission sera installée et la vérification, la vérité éclatera au grand jour. Vous dites que Famille Lavalas n'a pas commis de fraude, mais la vérification, la mini-vérification, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, faite au centre de tabulation par le BCEN, accompagné de certains candidats, parmi lesquels PHTK, Famille la Lavalas, vôtre. Ça a montré que Famille Lavalas a également commis des fraudes. C'est très bien. Le sénateur Feuillet, qui était présent, a bien expliqué. On a montré qu'il y a eu fraude massive pour le candidat officiel, M. Jovenel Moïse, qui vraiment, à partir de cette mini-vérification, n'a même pas sa place en 4e position. Je vous l'assure. Avec les fraudes massives, eh bien, il y a eu aussi d'autres candidats, malheureusement, il y a eu des fraudes massives perpétrées pour eux, mais tandis que nous, on a tenté de nous attribuer aussi des fraudes massives, par exemple, surtout à Cité Soleil. On a tenté. Pourquoi on a tenté? C'est-à-dire, lorsqu'on a vérifié nos bulletins, nos procès-verbaux, on a pratiquement tenté de prouver qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été falsifiés. Et heureusement, là où on a pratiquement dit qu'il y a eu fraude massive de Famille Lavalas, eh bien, on a pu constater que nous n'avons même pas eu de mandataire présent à ces bureaux. Cela veut dire qu'on a rejeté en bloc cette accusation et nous espérons, nous sommes vraiment optimistes que cette commission de vérification va prouver que Famille Lavalas n'a jamais tenté de frauder durant ses joutes électorales. Revenons un peu sur la commission de vérification, la commission d'évaluation mise en place par la présidence le 16 décembre dernier. Il y a des personnalités, ou encore, c'est une commission composée de personnalités crédibles, selon plus d'un. Non. On a Monseigneur Patrick Harris, Anthony Pascal du Compé Philo, Mano Charlemagne et... Non. Premièrement, la crise est trop nationale. Nous avons rejeté cette façon de faire. C'était une façon que je juge moi-même personnellement trop cavalière, trop arbitraire de la part du pouvoir tête calée. Et dire que ces gens sont crédibles, je suis vraiment désolé. Nous l'avons fait sortir une note. Nous avons prouvé, par exemple, Monseigneur Harris et Ronnie Desroches, ils ont été les premiers à applaudir des deux mains, surtout M. Ronnie Desroches. C'est vrai qu'il y a une histoire quand même de battant pour la démocratie, ceci entre guillemets, mais quand même, M. Ronnie Desroches a carrément dit que le vote du 25 octobre, avec quelques petites irrégularités, le processus électoral doit continuer. Donc, carrément, nous ne pouvons pas... Alors, vous estimez qu'il a déjà une position? Il a déjà une position en faveur du processus électoral. Un processus qui est décrié par tous les secteurs vitaux, la presse, toutes les stations, tous les médias, les organisations de droits de l'homme, l'Église catholique, les églises protestantes. Tous, ils ont décrié ce processus, applaudi par M. Desroches. En ce qui a trait à M. Compère Philo et Jacques-Antoine, je crois, j'ai oublié Anthony Pascal. Tout le monde sait que M. Philo représente quelque chose quand même de solide en matière de lutte pour la démocratie en Haïti. Mais malheureusement, M. Philo n'a pas compris. S'il a eu, par exemple, le soutien de Michel Martelly, ce fut le soutien d'un président de la République. Il a eu un problème, bon, je m'en garde d'en parler, mais quand même, ce soutien-là, il devrait comprendre, ce n'est pas aux frais de la princesse, c'était un soutien d'un chef d'État, au niveau du service public, qui a compris qu'un artiste, qu'un homme, et pas un artiste, un journaliste qui s'est tellement battu, c'est tout à fait normal qu'on apporte ce soutien à M. Philo, qui ne cesse depuis lors de supporter et de supporter aussi le Nec Banane. On a vu, par exemple, malheureusement, en Télé-Guinée,
comme nous l'avons dit dans la note, on peut l'apparenter carrément, s'apparente clairement à Télé Nationale en matière de propagande. Donc, il y a eu aussi Emmanuel Chalmaille, quelqu'un que personnellement, toute ma jeunesse, j'ai vraiment admiré, supporté Manu Chalmaille. Mais depuis un certain temps, nous avons compris que M. Chalmaille est tout simplement un ami, un proche de Michel Martelly et d'Evans Paul. Donc, une façon pour moi de vous dire, ces gens-là n'ont pas la crédibilité qu'il faut. Et je pense d'ailleurs que imaginez-vous, imagine-toi, on est amis, Georges, qu'une commission quand même d'évaluation électorale suppose, pour pouvoir évaluer, il faut aussi vérifier. Et nous avons compris qu'il n'y a même pas eu de terme de référence à certains membres de cette commission qui, jusqu'à présent, n'acceptent pas. Une commission à qui on a donné seulement 3 jours, 72 heures, ça, c'est pas possible. Pour vérifier près de 13 000 procès-verbaux, au moins, qui pourrait vérifier au moins 5 000, à partir de 5 000, on allait avoir une idée. Mais ce n'est pas dans 3 jours. Une commission qui, d'emblée, a carrément dit qu'il y a eu 2 candidats pour le second tour. Comment classer, comment donner à cette commission ce terme de référence dans son article 4, article 3, disant que Jovenel Moïse et Jude Célestin peuvent envoyer des représentants dans cette commission. Alors que nous avons bien dit, et nous persistons à le dire, jusqu'à présent, ces résultats définitifs, ces résultats préliminaires ne reflètent pas la réalité du vote. Personne ne sait exactement qui est premier, deuxième, troisième et quatrième. Donc je pense que, en termes de crédibilité, cette commission n'a pas sa place et nous pensons que l'exécutif doit cesser de faire ce jeu, de provoquer. Et en même temps, ils ont profité de ce week-end pour faire sortir les résultats définitifs pour les législatifs. Or, le 25 octobre, le processus électoral englobe le 9 août, c'est-à-dire le législatif et aussi la présidentielle. Donc nous pensons qu'il est temps qu'ils comprennent que la population ne peut plus attendre, qu'il faut trouver cette solution entre nous, Haïtiens, ce consensus pour que nous essayions quand même de sauver ce processus électoral. Alors, quand Fanmi Lavalas, c'est la dernière question que je vais vous poser avant la fin de la première partie de l'émission, quand Fanmi Lavalas demande une évaluation et que le G8 de son côté demande la même chose, quelle est la valeur de ces deux demandes, hein? Bon, est-ce que les demandes sont vraiment similaires? Est-ce que vous demandez la même chose? Bon, à l'instar des organisations de droits de l'homme, à l'instar des secteurs de l'Église catholique, les églises protestantes, eh bien, oui, nous voulons la mise en place. Bon, vous avez dit, ils ont la même valeur, c'est-à-dire cette commission de vérification. Non, mais est-ce que chacun, de son côté, n'a pas des modalités bien définies? Parce que jamais Fanmi Lavalas n'a été à table avec le G8. On ne peut pas comprendre aujourd'hui comment votre demande peut être la même. Nous n'avons pas été à table avec les commissions des droits de l'homme. Nous n'avons pas été à table avec l'Église catholique et l'Église protestante. Mais c'est une volonté nationale, c'est un désir du peuple haïtien, des secteurs là, vitaux je vous de la parle vie de nationale. Modalité. Mais en termes de modalité pour la mise en place de cette commission. Ça peut toujours arriver que la façon dont l'on procède, l'exécutif et d'autres secteurs procèdent pour mettre en place la commission ne répond pas à la satisfaction de Fanmi Lavalas. Non, à partir de ce moment, c'est clair. Le jour où le président tête calée, Michel Martelly, et son premier ministre de facto, Evans Paul, veulent bien mettre sur pied une commission indépendante, ils n'auront qu'à appeler tous les intéressés. Et Fanmi Lavalas en fera partie. À appeler les intéressés pour savoir comment mettre sur pied cette commission. Aujourd'hui même, ils peuvent appeler une rencontre avec le G8, avec Fanmi Lavalas, avec même les autres secteurs vitaux de la vie nationale qui ont pris position
pour cette commission indépendante. Nous allons nous mettre ensemble et savoir comment mettre sur pied cette commission avec des personnalités non intéressées. Et je suis assez optimiste pour savoir qu'ils savent très bien, c'est ça qu'ils doivent faire. Et le pays, normalement, au moins, aura une occasion pour remercier le président Martelly parce qu'il n'y a rien à tirer vraiment de son bilan des 5 ans. Au moins, un dernier geste de la part de M. Martelly pour pouvoir sauver au moins la façade. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Louis-Gérald Gilles, responsable de Famille Lavalas. Il est avec nous pour commenter l'actualité. Restez branchés. On revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Louis-Gérald Gilles, candidat malheureux aux dernières élections. Bon, je ne me juge pas quand même candidat comme étant malheureux. Une expérience très mauvaise. Je ne vais même pas dire que je suis un candidat qui aurait une certaine frustration. Non. Nous avons bien compris finalement que même ceux qui sont élus aujourd'hui, sénateurs pour le département de l'Ouest, qu'ils soient Cato ou Jean-Renel Sénatus, maître Sénatus, mais ils ont compris que ce vote a été un vote. C'est une élection contestée, véritablement contestée cette fois-ci. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été élu quand les circonscriptions électorales qui sont extrêmement importantes, par exemple pour mon électorat, Cité-Soleil, Solino, Bel-Air, La Saline de la première circonscription, Arcaillet, Cabaret, Cornillon, des gens qui me sont très proches, et on a refusé quand même, on m'a refusé ces votes, on a pratiquement créé je ne sais quoi, une baguette magique pour bloquer le vote de ces circonscriptions électorales. L'Ouest a eu plusieurs circonscriptions électorales, le département de l'Artibonite également, des circonscriptions électorales importantes n'ont pas participé au premier tour. Et puis on a vu un beau matin qu'on n'a pas refait les élections pour le département de l'Artibonite, comme on a fait pour la Grand'Anse et même pour le Nord. Et l'Artibonite, l'Ouest, on a carrément choisi 2 candidats qui ont été élus dès le premier tour, alors que ces circonscriptions n'ont pas participé aux élections. Moi, je réclame qu'il y ait des élections libres, honnêtes, et c'est ce qu'on appelle des élections inclusives. Donc, je ne peux pas dire que je suis un candidat malheureux. J'attends qu'il y ait de nouvelles élections, des élections inclusives, transparentes et démocratiques, pour que je puisse me permettre de dire que j'ai été malheureux. Et si j'avais perdu correctement, j'allais accepter la défaite. Je ne dis pas que la vie continue de façon simpliste, mais quand même, j'allais continuer à me battre et, sans nul doute, gagner à nouveau les élections quand il y aura de bonnes élections. À ce moment, je refuse cette défaite. Je ne reconnais pas la défaite, disons la victoire de ces candidats, parce qu'il n'y a pas eu d'élection pour moi dans le département de l'Ouest. Et c'est la même chose pour l'Artibonite et d'autres départements où il y a eu des circonscriptions qui ont été normalement mises de côté lors de ces joutes électorales. Alors, imaginons un instant la mise en place d'une commission qui serait représentative de tous les secteurs. Et que, arrivé au centre de tabulation pour vérification, et la vérification donne Maryse Narcisse en 4e position ou en 3e position. Non. Est-ce que vous allez accepter? Premièrement, je ne suis pas du tout certain de ça. Je suis certain de la victoire du docteur Maryse Narcisse. Victoire dès le premier tour. Mais attention, si tout le monde fait un consensus clair autour de cette commission indépendante, nous serons tous obligés d'accepter le verdict. Ça, c'est clair. Mais je vous assure, je t'assure, mon ami Georges, c'est clair que nous avons gagné ces élections. Au premier tour. Et nous attendons cette vérification pour prouver qu'il n'y a pas eu de fraude pour Famille Lavalas. Et nous sommes certains de cette victoire. Et nous serons aussi obligés d'accepter le verdict si toutefois, je précise bien, cette commission indépendante de vérification, je tiens quand même à souligner, au niveau de la commission de vérification, même si nous disons indépendante, nous pensons que l'exécutif doit aussi se faire représenter.
l'exécutif, le CEP, mais aussi d'autres personnalités issues d'autres opinions, je dis opinions, c'est-à-dire d'autres courants. Ils doivent aussi se mettre ensemble et nous allons tous nous mettre ensemble pour que le résultat issu de cette vérification soit accepté par tous. Mais comment est la composition de cette commission dans la tête de Fanmi Lavalas? Quelles sont les personnalités que vous voyez comme des personnalités crédibles qui puissent faire partie de cette commission? Sincèrement, nous n'avons pas encore réfléchi là-dessus. Je ne peux pas me permettre de dire qu'on a cité certaines personnalités. Mais les modalités, je pense que tout le monde en a une idée. Il y a des secteurs vitaux, le secteur majoritaire, c'est-à-dire Fanmi Lavalas, pourrait se faire représenter. Le G8 aussi, il y a aussi un G30, ce sont des candidats, ils pourraient se faire représenter. Les organisations des droits de l'homme peuvent aussi se faire représenter. Et sans doute, les autres, l'Église catholique, les églises protestantes, l'Église, le vaudou, donc, ils peuvent se faire représenter. Et nous pensons qu'il y a des personnalités quand même crédibles au niveau de ces secteurs-là pour que nous ayons une commission indépendante de vérification qui pourrait nous aider à sortir de ce marasme politique. Je voulais ajouter une chose. Je voudrais que la population comprenne, ce n'est pas une bataille pour une histoire d'élection qui se fait là. Ce n'est pas cette bataille qui est vraiment primordiale. C'est qu'il y a un secteur, je pourrais même ajouter un mot très fort, un gang qui a pris en otage le pouvoir en 2010, qui n'a pas gagné ses élections au premier tour, mais qui a été imposé par la communauté internationale au premier tour, je parle de Michel Martelly, qui aujourd'hui, ce gang-là veut continuer à perdurer dans cette continuité qui est néfaste pour la nation. Aujourd'hui, nous avons un pays avec un taux d'inflation, laissez-moi prendre mes verres, excusez-moi, un taux d'inflation qui était de 4,1% en 2011, aujourd'hui qui est à 10,9%. Nous avons un déficit budgétaire en 2011-2010, par exemple, de 3 millions de goudes, aujourd'hui qui est à 30 millions de goudes. La dette externe était à 500 millions, aujourd'hui qui est à 2 milliards. Nous avons, par exemple, le budget pour le Palais national était à 95 millions, aujourd'hui c'est passé à 329 millions. Et pendant ce temps, regardez, le riz qui était sous la Valace, nous, le sac de riz était à 250 goudes. En 2011, à 600 goudes. Aujourd'hui, à 1200 goudes. C'est-à-dire... Mais la situation n'était pas meilleure sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide? Non, c'est faux. La situation était bien loin d'être meilleure. Je vous dis ceci, c'est en 2011, sous le gouvernement de Préval, je vous ai bien dit que le riz était à 600 goudes, mais sous la Valace, c'était à 50 goudes. Excusez-moi, 250 goudes. C'est-à-dire, c'était à $50 le sac de riz, de 9 marmites. Sous le président Préval, c'était à $100, $120. Et maintenant, c'est à près de $220, $240 pour acheter un sac de riz, qui est une denrée essentielle dans l'alimentation de nos foyers. Mais en Haïti, comme partout dans le monde, le pouvoir, c'est un héritage. Jean-Bertrand Aristide, d'aucuns diraient, n'a rien laissé pour Michel Martelly en termes de base, par exemple. C'est faux. Nous avons laissé beaucoup pour Michel Martelly. Quand il s'est embarqué dans cette histoire d'éducation pour tous les enfants doivent aller à l'école, mais il a eu la chance d'avoir dans le pays plusieurs établissements scolaires qui fonctionnaient grâce au programme de lutte contre l'analphabétisme, le programme de lutte de renforcement du système éducatif de Fanmi Lavalas. Nous avons eu plusieurs lycées, plusieurs collèges, plusieurs écoles professionnelles. Il a su en profiter. Mais imaginez-vous bien ce qui se passe. Imaginez Fanmi Lavalas avec tout cet argent du Petro-Caribé, qui aujourd'hui, cette manne s'est estompée. C'est fini. Vous avez entendu, je crois, je suis certain, Kessner Farrell
Wowo qui a fait bien comprendre que cette manne actuellement nous tient à un cheveu. Il y a eu un changement au niveau de la politique au Venezuela, exactement, avec la victoire du parti anti-Maduro à la Chambre. Eh bien, cela veut dire que nous sommes sur le point de perdre cette manne. Or, imaginez le pays avec tout cet argent. Et qu'est-ce que Michel Martelly peut dire comme bilan de ce qu'il a réellement réalisé avec cet argent, dilapidé dans des programmes juste pour pouvoir blanchir et l'extraction même de cet argent des caisses de l'État. Les caisses de l'État sont pratiquement vidées. Et voilà qu'aujourd'hui, ce monsieur nous amène un egg banane pour reprendre le pouvoir, pour continuer avec cette situation. Ce qui nous tracasse aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'élection, c'est nous des classes moyennes, les médecins, moi-même comme médecin, les ingénieurs, les avocats, les journalistes aujourd'hui, dans les médias, nous ne pouvons pas tenir les fins de mois parce que notre pouvoir d'achat, l'inflation, notre pouvoir d'achat diminue de plus en plus. Et ces messieurs, avec cette arrogance, ils sont en train d'utiliser le premier ministre de facto pour nous rouler de la farine. Nous parlons de commission des dépendantes. Eux, ils se croient intelligents pour parler de commission d'évaluation sans qu'ils ne comprennent pas. Non, mais c'est le candidat Jules Célestin qui l'avait bien écrit dans sa lettre, commission d'évaluation. Mais docteur, est-ce que quelque part, Fanmi Lavalas n'a pas une espèce de nostalgie du pouvoir? Vous voulez revenir au pouvoir à tout prix? Non, nous n'avons pas cette nostalgie du pouvoir. Nous avons plutôt cette nostalgie de ce pouvoir-service, de cet État-service. Aujourd'hui, en face de cet État-service, nous avons un État dilapidateur des fonds publics, un État pillagé, pesé sous ses, et cet État-là est contraire à notre vision d'Haïti. Et nous entendons revenir au pouvoir. Et je vous assure, Fanmi Lavalas va revenir au pouvoir. Parce que nous avons la chance aujourd'hui d'un peuple qui accepte de souffrir, de résister, de se battre dans les rues, de se battre pacifiquement et activement pour qu'il y ait ce pouvoir-là. Nous sommes certains qu'avec encore, si le pouvoir pense imposer ce type-là, Jovenel Moïse, il n'ira pas loin. Parce que nous sommes clairs là-dessus. Cette mobilisation qui existe depuis près de 3 ans, 4 ans, contre les multiples actes antidémocratiques du pouvoir Martelly, eh bien, je vous assure que nous allons continuer à nous battre pour qu'enfin on revienne au pouvoir. Pas revenir au pouvoir pour revenir au pouvoir, mais nous mettre aussi avec les autres démocrates. Il y a des démocrates au niveau du G8. Il y a des démocrates partout dans le pays qui peuvent se mettre avec nous pour construire cette nation. La situation est vraiment difficile. Louis-Gérald Gilles, vous êtes médecin de formation. Vous avez la pratique des livres. Lorsque l'on parle d'un livre revu et corrigé, cela veut dire ce que cela veut dire. Qu'il y a eu peut-être des errata, qu'importe. Il y a eu il y a un ajout qui est fait. J'utilise cette expression, c'est parce que Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui est membre de Fanmi Lavalas, parle aujourd'hui de Fanmi Lavalas revu et corrigé. Ceci, c'est pour dire qu'il y avait de sérieux problèmes au sein du parti. Donc aujourd'hui, vous nous présentez le parti Fanmi Lavalas comme étant le grand sauveur. Nous n'allons pas nous permettre de cet adjectif de grand sauveur. Mais ce qui est certain, Fanmi Lavalas cristallise les revendications de la grande majorité du peuple. Mais pourquoi revu et corrigé? Revu et corrigé, c'est son expression, mais que je comprends. Nous devons reconnaître que nous étions quand même, plus ou moins, il n'y avait pas encore cette grande expérience de la vie politique en Haïti. Il y a eu sans nul doute des erreurs. Mais vous avez dit de gros problèmes. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Jean-Baptiste Bien-Aimé doit aussi comprendre, et je veux aussi faire comprendre à la population, que cette bataille qu'on a eue contre Fanmi Lavalas, elle est tout simplement due
à ce système d'exclusion, à ce système d'apartheid contre la grande majorité du peuple haïtien. Ce système que nous avons hérité depuis l'acte posé, je ne cesse de le dire, je continue à le dire, depuis l'acte posé le 17 octobre 1806, où une clique minoritaire n'a jamais accepté la présidence de Jean-Jacques Dessalines. Et ces problèmes électoraux, nous l'avons eu aussi, cette corruption électorale, et je me réfère par exemple à Leslie Payan, qui aime en parler. Cette corruption électorale, ça a débuté aussi au lendemain de notre indépendance, quand Pétion a utilisé la corruption pour supplanter Henri Christophe. Et en 2001, on parlait également de corruption électorale. Souvenez-vous bien, docteur. En 2001, nous avons bel et bien gagné ces élections avec un fort taux de participation. Les gens parlaient d'autres partis politiques, parlaient également de corruption électorale. C'est pour dire que de vote blanc. C'est dans notre pratique politique. Non, ils ont utilisé l'expression de vote blanc. Mais cette légitimité populaire, nous l'avons eue. Et lors des prochaines élections, je suis certain que nous allons tout droit vers des élections générales pour moi. C'est-à-dire, il faut rejeter ce qui s'est passé. La commission de vérification doit prouver que ces messieurs ont fraudé. Et si cette commission de vérification prouve que le docteur Maurice Narcisse a gagné, qu'on nous donne notre victoire. Mais il y a une mini-vérification qui a prouvé que Famille Lavalas a fraudé, vous ne l'acceptez pas? Non, nous avons prouvé que cette perception qu'on aurait fraudé, c'était fausse. Cette perception est fausse puisque nous avons prouvé que là où on a dit qu'on a fraudé, il n'y a pas eu de mandataire de Famille Lavalas qui pourrait frauder en notre faveur. Comment Famille Lavalas voit le 27 décembre? Vous programmez déjà une manifestation. Alors qu'officiellement, le CEP n'a encore rien dit s'il y a un report ou s'il n'y aura pas de report. Avant le 27 décembre, il y a une manifestation de Famille Lavalas qui est programmée pour le 23 décembre. Et nous sommes solidaires de toutes les autres manifestations d'autres entités politiques comptent organiser soit avant le 23 ou après le 23. Mais ce qui est certain, le 26, encore une fois, nous sommes prêts à manifester pour exprimer notre mécontentement et aussi notre volonté de nous battre contre ce pouvoir. Je sais qu'à la fête de fin d'année, bon, c'est assez dur de comprendre que nous sommes obligés de nous battre. Mais ce n'est pas une question de fête de fin d'année, de Noël et de Nouvel An. Ici, c'est la bataille pour une autre Haïti. C'est la bataille pour qu'il y ait un pays, pas un pays appartenant à une clique minoritaire contre cette grande majorité. Nous devons souffrir pour ça, nous allons nous battre. Donc, le 27 décembre, je ne sais pas, si d'ailleurs le pouvoir a tenté de mettre sur pied, parce que je pense qu'ils ont échoué avec cette commission d'évaluation électorale, mais si le pouvoir a tenté de mettre sur pied cette commission, c'est qu'il a compris qu'il y a quand même de gros problèmes. Et s'il persiste malgré tout à nous faire avaler cette banane-là le 27 décembre, malheureusement, ça ne passera pas. Le 27 décembre, le peuple haïtien va se révolter. Que faites-vous des deux grandes dates, des deux grandes échéances constitutionnelles, le 11 janvier, deuxième lundi de janvier et le 7 février? Est-ce qu'on peut se permettre de dire le 11 janvier, il faut quand même une rentrée parlementaire avec ce Parlement? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un Parlement dont la majorité, surtout au niveau du Sénat de la République, ce sont des gens qui sont liés, par exemple, au trafic de la drogue. C'est pratiquement un Donc, est-ce que là, vous dites en clair qu'il faut faire table rase de tout le processus électoral? Personnellement, je n'ai pas cette baguette magique pour dire qu'on doit faire table rase. C'est d'abord la commission de vérification indépendante. Et c'est cette commission qui peut nous permettre d'avoir une idée claire de ce qui va se passer. Mais avant cette commission électorale indépendante, pour une fois, je me permets d'être d'accord
de me mettre d'accord avec le Premier ministre de facto, Evans Paul, qui au moins a reconnu qu'il faut des sanctions pénales contre certains membres du du CEP, ou même des juges électoraux qui seraient impliqués dans des cas de corruption qui sont étalés aujourd'hui sur la place publique. Donc, il faut que les organismes de contrôle dans ce qui a trait à la corruption doivent, normalement, je pourrais même dire, le commissaire de gouvernement, pour répéter la RNDDH, doit tout mettre en branle. L'action publique doit être mise en mouvement contre ces corrompus et aussi les corrupteurs. Ça, c'est une position claire de Fami Lavalas. Est-ce que Fami Lavalas est favorable à la transition, à un gouvernement de transition? Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de parler de transition. C'est une réflexion que tout le monde fait aujourd'hui, mais attention, nous, de Fami Lavalas, nous sommes surtout favorables à cette commission de vérification. Mais une commission de vérification, comme vous l'entendez, hein, le G8 Fami Lavalas, amènerait le président Michel Martelly à boucler son mandat le 14 mai. Vous êtes pour? Non, nous ne sommes pas encore là. Non, parce que si une commission d'évaluation se met au travail dans la vérification de tous les procès-verbaux, donc on va rater l'échéance du 7 février. Donc là, obligatoirement, le président, qui, par respect du temps électoral, qui était entré en fonction un 14 mai, devrait partir le 14 mai 2016. Tu es en train de me faire part d'une... Si vous n'êtes pas pour un gouvernement de transition. Et puis c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi Michel Martelly et Evans Paul ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il faut faire vite. Il faut mettre sur pied cette commission de vérification cette semaine. Et comme, laissez-moi quand même sentimentaliser, entre guillemets, l'expression et mon approche, donnez-nous ça au moins comme cadeau de Noël. Parce que Noël, cette année, c'est dur. Donc, qu'on nous donne cette commission de vérification. Quand je dis qu'on nous donne, nous ne sommes pas en train de supplier. C'est suite aux mouvements de protestation qui vont se perpétuer, qui vont continuer, pour qu'il y ait cette commission de vérification indépendante. Et si cette commission de vérification indépendante prouve qu'ils avaient raison, eh bien, on ira au deuxième tour. Mais on ne peut pas parler de deuxième tour sans qu'il n'y ait pas vraiment un classement clair. Et je vous assure, M. Jovenel Moïse n'a jamais été en première position, ne serait jamais en première position dans une élection dans ce pays. Nous avons passé près de 4 années, presque 4 ans, 5 ans, à protester. La population est sortie des rues à protester contre ce pouvoir. Et voilà que le candidat officiel de ce pouvoir est en première position. C'est une ineptie. Nous n'entendons pas avaler cette couleuvre. Comment voyez-vous le pays dans 25 ans, docteur? C'est une très belle question qui mérite... Non, brièvement, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Eh bien, si c'est à la fin de l'émission, je me permets quand même de lire cette phrase que j'ai eue sur le blog d'LCTA. Tant que les Haïtiens de tout courant politique, moi j'ai ajouté, de toute classe sociale confondue, n'auront pas compris que ce gang d'hommes et de femmes représente un danger permanent pour leur propre équilibre, leur santé physiologique et psychologique, leur sécurité et celle de leur famille, le pays continuera à dégringoler jusqu'à s'apparenter à un gigantesque fort dimanche à ciel ouvert. Vous voyez l'état, le problème de l'insécurité qui s'abat. J'en profite quand même pour présenter mes sympathies à mon ami Wendell. On se connaît tellement longtemps. Wendell, ça m'avait vraiment fait mal, mais il pourrait passer ce jour-là. À ce gigantesque fort dimanche, ils resteront prisonniers dans leur propre pays et continueront à vouloir s'en échapper en allant chercher la vie sous d'autres cieux. Voilà ce qui va arriver à ce pays si nous ne prenons pas notre responsabilité. Nous mettre ensemble, mais Fami Lavalas n'a pas cette culture de se mettre ensemble. Nous avons cette culture. Le président Jean-Bertrand Aristide
ce leader national, un véritable guide, pas seulement pour Famille Lavalas, pour le pays. Il a dit clairement, et sa femme, Mildred Trouillot, Aristide, l'a répété plusieurs fois. Docteur Nassis le répète tout le temps. Nous le répétons tout le temps. Yon seul machouin pas qu'à moulin viande. Oui, mais pourquoi on ne retrouve pas Famille Lavalas sur la même table que le G8 alors que leurs revendications sont les mêmes? Nous ne sommes pas officiellement sur la même table, mais nous sommes en train de mener la même bataille. Et nous pensons, nous l'avons toujours dit, c'est vrai que nous avons une certaine déception l'année dernière, quand on s'est mis ensemble, et puis on a vu ces gens, quand même, certains d'entre eux, se Donc, mettre avec Michel Martelly. Il y a une certaine inquiétude. Mais je tiens à dire, je sens que c'est terminé l'émission. C'est terminé. Je profite quand même de cette occasion pour dire, ce n'est pas seulement ce gang d'hommes et de femmes qui se trouve au Palais national. Il y a aussi cette communauté internationale. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous devons essayer de tout faire pour sauvegarder notre dignité, notre souveraineté. Et j'en profite pour inviter Métropole, Télémétropole, à faire écouter cette musique que j'ai beaucoup appréciée, je l'ai déjà dit ici, de Joël Whitbayer, qui a parlé clairement dans sa musique Adjé. Adjé, son album, je crois que ça a plus de 8-10 ans, où clairement il a dit, Grand Blanc a joué, il a marré un pays pour faire nous zombies. Mais pour que le blanc, quand je dis blanc, ce n'est pas l'aspect péjoratif. Quand je parle de cette communauté internationale, si elle arrive à nous zombifier, c'est qu'il y a des gens qui ont accepté, comme des Kasumba Yaki-Koloni, c'est-à-dire des esclaves mentaux, de se mettre avec eux. Et Joël Whitbayer a eu cette chanson-là très prophétique de nous aujourd'hui. Apprenons à nous mettre ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord, que le président Martelly, le président Tête-Calais Martelly et le premier ministre de facto, Evans Paul, comprennent aujourd'hui, il faut qu'ils cessent de jouer du chat et la souris avec nous, de parler clairement qu'il y a eu un problème au niveau de ces élections, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de crédibilité. Cette commission de vérification doit être là pour établir la vérité. Merci, docteur Louis-Gérald Gilles. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le docteur Louis-Gérald Gilles, représentant du parti Famille Lavalas. Restez sur Métropole, vous ne serez pas mieux ailleurs. Bonne suite de programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.